Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. L'indépendance américaine avec Rochambeau, épuisé. Traduit en américain par le Dr Hugh Arthur. Rochambeau and America's Independence. La pensée universelle, 1997. Maudit français, ou l'épopée canadienne, 1534 à 1763. Édition L'Harmattan, 2001. Introduction. Christophe Colomb, persuadé lui aussi que la Terre était ronde, imagina pouvoir découvrir la route la plus directe pour se rendre en Chine en maintenant le cap à l'ouest. Ce raisonnement on ne peut plus simpliste lui permit de découvrir les Antilles et l'Amérique, révélant à la déjà vieille Europe l'existence d'un autre monde qui leur était jusqu'ici totalement inconnu. Fort de sa découverte, l'Espagne et le Portugal se précipitèrent à la conquête de ces nouvelles terres. Il les concevait comme un lieu magique, imaginant que l'or pût s'y ramasser à la pelle, qu'ils y trouveraient des eaux magiques permettant d'effacer les rides du visage en redonnant jeunesse aux vieillards. Nous sommes à la fin du XVe siècle et au tout début du XVIe. Pedro Álvares Cabral découvre le Brésil, Cortés le Mexique, Pizarro l'Empire des Incas et Núñez de Balboa le Pacifique. Certains, tel Hernando de Soto, profitent d'être à la tête d'une puissante armée pour tout écraser sur leur passage, hélas responsables dans le sentier sanglant qu'ils ouvraient. La ruée, car c'en était une véritablement, des envahisseurs espagnols et portugais fut d'autant plus surprenante qu'elle avait reçu la bénédiction du pape Alexandre VI. En effet, par une bulle dite le Testament d'Adam, le pape reconnaissait officiellement le partage de ce nouveau monde entre les Espagnols et les Portugais. Cet immense privilège scandalisa le roi de France François Ier. Il répliqua, non sans une certaine ironie, que les clauses du Testament d'Adam qui l'excluaient du reste du monde lui fussent démontrées. En réaction, le 22 avril 1534, François Ier décida à son tour d'envoyer Jacques Cartier à la conquête de ces nouvelles terres, le mandatant secrètement de rechercher également la route la plus directe pour la Chine. Lors de ce premier voyage, Jacques Cartier ne dépassa pas la pointe de Gaspé, préférant reporter à l'année suivante l'entrée dans ce grand fleuve qu'il avait baptisé le Saint-Laurent. Le 16 mai 1535, il repartit donc avec la petite et la grande Hermine suivie de l'Émerillon pour enfin pénétrer dans le Saint-Laurent et accoster à Stadaconé devenu Québec aujourd'hui. Profitant du peu de tirant d'eau de l'Émerillon, il poursuivit même jusqu'à Hochelaga, maintenant Montréal, offrant ainsi le Canada à la France. Mais il fallut attendre encore plus de 70 ans pour voir débarquer les premiers Anglais sur le continent américain. Leur colonisation fut tout à fait différente de celle des Espagnols et des Portugais, et surtout des Français. Tous les trois s'installèrent au nom de leur pays, alors que les Anglais ne faisaient que fuir l'Angleterre dans un espoir de liberté afin de créer un monde nouveau où leur tempérament aussi spécifique que leur religion pourrait s'y épanouir. En un peu plus d'un siècle, 13 colonies anglaises se formèrent. Comment furent créées les 13 colonies anglaises ? Historique condensé de la création de ces 13 colonies, pour mieux comprendre les événements qui vont suivre. La Virginie, le Massachusetts, le New Hampshire, le Rhode Island, le Connecticut, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, le Maryland, New York, le Delaware, la Pennsylvanie, le New Jersey et la Géorgie. La Virginie. En 1606, le roi d'Angleterre Jacques Ier accorde une charte à deux sociétés commerciales appelées du même nom, Compagnie de Virginie, l'une a son siège à Plymouth, l'autre à Londres, et les autorise à s'établir en Amérique entre le 38e et 45e parallèle pour la première, et le 34e et 41e pour la seconde. Ces deux sociétés n'ayant qu'un seul but, celui de s'enrichir, on ne s'étonne pas que pour la première, dont les 500 passagers n'étaient que des gentilshommes déchus, des repris de justice ou des condamnés, ce fut un échec. La seconde survécut. Embarqués fin décembre 1606 sur 3 petits navires, dont le plus grand était le Susan Constant commandé par le capitaine Christopher Newport, mit près de 4 mois avant d'atteindre la baie de la Chesapeake. Dès leur arrivée, les quelques survivants de cette éprouvante traversée s'établirent à l'entrée de la baie qu'ils baptisèrent James en l'honneur de leur roi, donnant aux deux caps le nom de ses fils, Henri et Charles. Luttant avec opiniâtreté pour s'installer malgré la malaria, le scorbut et le froid du premier hiver qui décimait petit à petit la colonie.
Ils parvinrent tout juste à construire une église à l'aide de rondins cloués ou solidement ficelés au tronc des arbres. La toiture n'était qu'une simple bâche et n'arrivèrent à survivre que grâce à la culture du maïs. Sans John Smith, dont la force de caractère est restée légendaire, cette deuxième compagnie aurait été vouée à l'échec comme la précédente. John Smith les avait quittés dès les premiers jours en quête de gibier, mais avait été fait prisonnier par les Amérindiens. Puis s'étant épris de la fille du sachem Powhatan, la très belle Pocahontas, il put rejoindre les siens qu'il trouva dans un état misérable. Grâce à son dynamisme et sa force de caractère, dont on se souvient encore, il les fit émerger de leur léthargie, les informant que celui qui ne travaillerait pas ne mangerait pas, les obligeant petit à petit à délaisser la culture du maïs pour celle du tabac beaucoup plus lucrative, établissant un régime que l'on pourrait qualifier de communiste avant la lettre. Car la terre et les biens devaient être propriété commune. Cette culture allait devenir une des richesses de la Virginie, au point que ce fameux tabac put facilement servir de monnaie courante. C'était même avec celui-ci que pendant plus d'un siècle on paya les pasteurs et les fonctionnaires. Quand John Smith décida de les quitter à nouveau pour regagner l'Angleterre, les Amérindiens attaquèrent la colonie dès son départ, ne laissant qu'une soixantaine de survivants qui furent sauvés grâce à l'arrivée du nouveau gouverneur Delaware qui, bien que parti d'Angleterre avec 8 navires, ne débarqua qu'avec 3 seulement, les 5 autres ayant fait naufrage lors d'une violente tempête au large des Bermudes. Une de ses premières décisions fut de supprimer ce régime arbitraire établi par Smith en obligeant les colons à devenir propriétaires d'au moins 3 acres de terre. En 1619 arriva, pour la première fois, un bateau hollandais avec des esclaves noirs, 20 au total. Puis peu après, d'autres navires anglais cette fois-ci prirent la relève, dont le Treasurer. Cette même année, toujours d'Angleterre, 90 femmes débarquèrent et furent achetées 130 livres de tabac, ce qui permit à la Virginie de croître en nombre. En 1624, la Virginie devint province royale. Le Massachusetts. En Angleterre, l'Église, harcelée par les calvinistes, décida de rejeter l'autorité du pape. En Écosse, John Knox établit le presbytérianisme dont le premier but était de supprimer l'autorité des évêques et même des pasteurs au profit d'une église bâtie sur une pyramide de conseils. De son côté, Robert Brown fonda la première église congrégationaliste qui séparait ses biens de ceux de l'État. Dans un même temps donc, que de bouleversements. Toutes ces réformes furent logiquement très mal acceptées par un grand nombre de calvinistes qui se rebellèrent et préférèrent se réfugier en Hollande où il leur semblait que la tolérance était coutumière. Ce sont les puritains. Comme l'écrivait alors le professeur Savelle, le puritanisme est essentiellement un état d'âme, une introspection qui repose sur la notion du péché et sur la conviction que l'homme par essence est un pécheur, ne peut faire de progrès qu'en s'astreignant à la plus rigoureuse discipline. Mais une fois sur le sol hollandais, cette tolérance déjà citée et telle que vécue par ses habitants ne fut pas sans troubler nos puritains anglais, les décevoir même car elle n'apaisait pas leur conscience. Toutefois, il leur était absolument impossible de s'intégrer à nouveau en Angleterre où le roi Charles Ier demeurait inconditionnellement papiste. C'est alors qu'informés de l'installation de la Compagnie de Virginie en Amérique, ils en étaient émus et croyaient ressentir en eux, dans le profond de leur âme, comme un véritable appel divin. L'océan Atlantique prit subitement le visage de la mer Rouge, au point que de nos jours encore cette comparaison biblique imprègne toujours l'Amérique. Ils étaient de plus en plus persuadés que la terre promise, dont ils ne cessaient de rêver pour leur permettre de véritablement s'épanouir, se trouvait au-delà de cet immense océan. Une centaine d'entre eux, connus sous le nom de pères pèlerins, décidèrent alors d'affréter un navire et quittèrent définitivement l'Europe à bord du Mayflower, le 16 septembre 1620. Parmi eux se trouvaient 5 familles protestantes françaises, les Cartier, Soulier, Bompas, Moulin et Delanoë. Ces noms sont devenus par la suite Carter, Soule, Bumpus, Mullins et Dalano. Cela peut nous surprendre aujourd'hui, mais à cette époque un protestant français était plus proche d'un protestant anglais que de son propre compatriote catholique. Le Mayflower mit 65 jours pour traverser l'océan. Éprouvant le courage des pères pèlerins qui la dernière semaine ne se nourrissaient plus que de lard fumé, et n'avaient pour toute boisson que de l'eau croupie, luttant contre le scorbut qui commençait à les décimer, mais gardant toujours leur foi intacte et leur espérance inébranlable. Enfin arrivés au Cap Cod, à Plymouth Rock exactement,
Les premiers débarqués, malgré la neige qui tombait, se jetaient à genoux pour prier Dieu et surtout le remercier de les avoir amenés par-delà le vaste et terrible océan sur ce qui leur apparut être comme la terre promise, parce qu'ils étaient le peuple élu par le Seigneur pour occuper les terres où la Providence les avait conduits. Courageux et obstinés, ils se mirent immédiatement au travail bravant les rigueurs de l'hiver, bâtissant leur maison durant la journée et regagnant chaque soir le Mayflower. L'hiver fut sans pitié. 40 d'entre eux ne survécurent pas, mais leur courage exceptionnel et leur foi leur permirent de tenir jusqu'à l'arrivée au printemps de nouveaux puritains qui, à leur exemple, fuyaient l'Angleterre en famille et même par paroisse entière. Grâce également à Winthrop qui découvrit une source importante d'eau douce dans un lieu qu'il baptisa Boston, il s'y installa avec 60 colons. Le New Hampshire. Cette colonie fut l'œuvre de l'Écossais Thomson qui avait obtenu cette concession en 1622 par le Conseil de la Nouvelle-Angleterre, mais ce ne fut qu'au bout de 7 ans d'efforts qu'elle devint colonie anglaise. Le Rhode Island. Sa colonisation fut tout à fait différente des précédentes. Elle est l'œuvre du théologien Roger Williams qui, ayant fui l'Angleterre à la suite d'une déception amoureuse, avait rejoint les Puritains. Leur reprochant de s'attribuer des terres qui appartenaient aux Amérindiens et refusant de prêter serment pour la séparation de l'Église et de l'État, il fut expulsé par les autorités de Salem et s'établit dans le Rhode Island où il fonda Providence, 1636, créant une communauté baptiste qui acceptait la liberté religieuse. Peu après, il acheta aux Amérindiens l'île de Rhode Island. Il créa le village de Portsmouth. Roger Williams, très en avance sur son temps, refusa autant l'autorité royale que celle du Parlement. Pour lui, le pouvoir devait être donné au peuple par le suffrage universel. Le Connecticut. C'est au jeune pasteur Thomas Hooker que l'on devait cette colonie. Ayant quitté l'Angleterre en 1632 pour rejoindre les Puritains à Boston, il devint rapidement le prélat de Newton. Comme Roger Williams, il n'acceptait pas la nouvelle règle des gens du Massachusetts qui limitait le pouvoir de siéger aux premières assemblées aux seuls membres de l'Église et à une certaine élite. Dans la petite paroisse dont il avait la responsabilité, il profitait des offices pour inciter ses paroissiens à s'opposer à cette loi. Lui aussi réclamait le suffrage universel. Ses idées étant contestées, il préféra quitter le Massachusetts accompagné de ses fidèles et de leur bétail qu'il poussait devant eux, vers la vallée du Connecticut, édifiant la ville d'Hartford. Thomas Hooker avait outre sa formation de pasteur, des qualités d'homme d'État moderne pour l'époque. Une fois installé à Hartford, il créa un gouvernement doté d'une constitution écrite, connue sous le nom d'ordres fondamentaux, ce qui jusqu'ici n'avait jamais été réalisé. Dans cette constitution, il est à remarquer qu'il n'est déjà plus question du gouvernement britannique et encore moins d'allégeance au roi d'Angleterre, ce qui nous permet de conclure que le Connecticut est vraiment le berceau de la démocratie. Mais les premières années de la colonisation furent très difficiles, car les Amérindiens Pequot, soutenus par les Narragansetts et les Mohegans, s'opposaient à l'arrivée de ces nouveaux occupants et n'hésitaient pas à attaquer leurs installations, jusqu'au jour où 60 colons décidèrent de faire une razzia dans les villages Pequot, ne laissant que 7 survivants. Devant également faire face aux attaques des Hollandais et surtout des Français, le Connecticut proposa aux colonies voisines une union, connue sous le nom de Colonie confédérée de la Nouvelle-Angleterre, étant entendu que chacune d'elles conserverait son propre gouvernement. La Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Cette terre avait déjà été découverte par un huguenot français, Jean Ribaut, qui l'avait baptisée Caroline en l'honneur de son roi Charles IX. La France, trop absorbée par ses guerres de religion, ne lui envoya aucun secours et il y laissa sa vie. En 1584, l'Anglais Raleigh devait prendre la relève pour créer une colonie en vertu de la charte qui lui avait été octroyée. Or de retour en Angleterre, après avoir séjourné en Virginie, il fut impliqué dans un complot en faveur d'Arabelle Stuart et fut décapité à Londres en 1618. Il faudra attendre 1663 pour voir les Anglais s'y installer définitivement sous le commandement du Lord Ashley Cooper, comte de Shaftesbury. Comme le peuplement s'avérait difficile, une loi fut votée en faveur des nouveaux colons les exemptant non seulement d'impôts pendant 1 an, mais aussi annulant toutes leurs dettes contractées ailleurs que dans la Caroline. Les Virginiens s'empressèrent d'appeler cette colonie
le refuge des brigands. Jusqu'au jour où, l'édit de Nantes ayant été révoqué par Louis XIV, roi de France, près d'1 million de protestants français immigrèrent à leur tour pour s'installer en Caroline où ils furent très bien accueillis. En effet, ils avaient les vertus des puritains sans leur bigoterie. C'est d'ailleurs aux Français que l'on doit la ville de Charleston. Puis en 1714 la Caroline fut partagée en deux, la première dite du Nord devenant alors province royale, l'autre celle du Sud, en 1719, après avoir mis fin à la menace des Amérindiens Yamas. Le Maryland. Au départ une des rares colonies catholiques. Elle doit son existence à Cecilius Calvert, fils de Georges Calvert, secrétaire d'État estimé de Jacques Ier, qui lui conféra le titre de Lord Baltimore. Catholique convaincu, il démissionna de son poste en 1621 lorsque Charles Ier monta sur le trône avec l'intention de fonder une colonie à Terre-Neuve, puis 8 ans plus tard explora une région proche du Delaware et de la Chesapeake. Mais ce fut finalement son fils Cecilius, deuxième Lord Baltimore, qui obtint la charte lui accordant le droit d'y créer une colonie. En 1632, Cecilius débarqua sur une petite île à l'embouchure du Potomac avec 200 immigrés baptisant ce territoire Terre de Marie, du nom de la Vierge et de la reine d'Angleterre, Henriette Marie. Mais le Maryland devint très vite anglican, avec l'arrivée massive des protestants. Dès le début de la colonisation, le gouvernement du Maryland était tenu uniquement par les propriétaires. En 1691, la colonie devint province royale et les Calvaires durent embrasser la religion protestante pour maintenir leur place. New York. Là, ce fut par les armes contre les Hollandais que les colons anglais fondèrent l'État de New York. En effet, lorsque les Anglais débarquèrent en Virginie et ce que l'on appela la Nouvelle-Angleterre, les Hollandais étaient déjà présents sur le sol américain. Tels les Espagnols, les Portugais et les Français, les Hollandais étaient partis à la recherche de la route la plus directe pour se rendre en Chine. Tout comme leurs prédécesseurs, ils se heurtèrent au continent américain, à l'extrémité de Manhattan où dès 1626 ils construisirent le fort Amsterdam avant de créer New Amsterdam, achetant pour 60 florins cette île aux Amérindiens. De cette histoire, il ne reste plus que la Wall Street ou rue du Mur, en souvenir de celui qu'ils avaient édifié pour se protéger des agressions amérindiennes. Parmi ces Hollandais, se trouvait un marin anglais nommé Hudson qui n'hésita pas à remonter le grand fleuve qui se jetait dans la mer, espérant toujours trouver cette fameuse route qui mènerait à la Chine. Il ne dépassa pas Albany. Toutefois, ce grand fleuve, en souvenir de lui, porte son nom, Hudson River. De leur côté, les Suédois également présents s'installèrent à proximité, construisant un fort qu'ils surnommèrent Christina. Or, les Hollandais, commandés par le fameux Peter Stuyvesant, connu aussi sous le nom de l'homme à la jambe de bois, s'emparèrent du fort mettant fin à la colonisation des Suédois. La traite des fourrures étant la grande richesse du moment, les Anglais allaient chercher à se rendre maîtres de l'Hudson River, qui était la route empruntée par les Amérindiens pour amener leurs canots remplis de pelleteries. Aussi, un beau matin, le duc d'York, frère du roi d'Angleterre et qui deviendrait le futur Jacques II, attaqua New Amsterdam. Le gouverneur, en l'occurrence Stuyvesant, se trouva dans l'obligation de se rendre. La ville fut aussitôt rebaptisée New York et les Anglais devenant maîtres de l'Hudson River purent ainsi s'emparer de la traite des fourrures. Le Delaware. De toutes les colonies, ce fut avec celle de New York, la seule qui fut fondée par des Européens autres que des Anglais. Le Delaware, qui porte le nom du grand fleuve qui se jette dans la baie du même nom, fut donc en premier le fief des Hollandais, puis des Suédois avant de devenir celui des Anglais à la suite d'une déclaration de Lord Baltimore pour qui le Delaware était partie intégrante du Maryland. Dès leur prise de possession en 1631, les Hollandais érigèrent une plaque d'étain aux armes de la Hollande, mais un Amérindien qui n'en comprenait pas le sens la détruisit. Cet acte pris comme une insulte, les Hollandais recherchèrent le coupable soulevant une révolte des autochtones qui les exterminèrent. Les Suédois prirent alors la relève des Hollandais en bannissant l'esclavage, cherchant à faire de cette colonie un refuge pour les opprimés de toute la chrétienté, Elson, et en l'honneur de leur jeune reine baptisèrent la principale ville Christiana, devenue aujourd'hui Wilmington. Pour agrandir leur territoire, baptisée la Nouvelle-Suède, ils achetèrent aux Amérindiens des terres sur la rive occidentale du Delaware.
Sous prétexte que le Delaware était devenu la propriété du duc d'York, les Anglais en prirent possession, puis il fut vendu à William Penn qui lui conserva une législature séparée au terme d'une charte de privilèges, Elson, puis l'annexa à la Pennsylvanie. La Pennsylvanie. La seule de toutes ces 13 colonies qui porte le nom de son créateur, le frère de William Penn. Ce dernier, amiral dans la flotte anglaise, avait prêté au duc d'York une somme de 16 000 livres. À la mort de l'amiral, le duc d'York s'acquitta de sa dette en remettant à son frère toutes les terres dont il était propriétaire en Amérique entre le 4e et 43e parallèle. William Penn, membre de la Société des Amis, les fameux Quakers, pour qui tous les hommes sont égaux et se doivent de rechercher la vérité en eux-mêmes, attira beaucoup d'Irlandais, d'Allemands, de Français et bien entendu des Anglais. Ces derniers se regroupèrent dans la capitale qu'ils venaient de créer. Philadelphie, capitale extrêmement moderne avec ses rues qui se coupaient en angle droit. Les Anglais y seront si nombreux qu'elle devint la capitale des États-Unis pendant la guerre d'indépendance, et servit même de modèle à presque toutes les villes qui s'édifièrent par la suite. Le New Jersey. Il devint colonie en 1664. On y retrouvait beaucoup de Quakers qui vivaient en bonne intelligence avec les nouveaux débarqués. On pourrait même dire qu'il y avait une espèce d'égalité sociale, que l'on retrouva difficilement dans les autres colonies. La Géorgie. Son nom lui a été donné en l'honneur du roi George II, car elle fut la seule à avoir été reconnue par une charte de 1732 comme province royale, et fut également la seule à qui le Parlement anglais vota un secours financier. Un an plus tard, James Oglethorpe y débarqua avec 35 familles venues d'Angleterre, créant la ville de Savannah sur le fleuve du même nom. Il y vécut assez vieux, pour assister à la naissance des États-Unis. Chapitre 1. Le départ des Français, le sort des Amérindiens. L'acte de navigation. L'incident du Pasteur. Plus d'un siècle s'est écoulé depuis l'arrivée des premiers Anglais en Virginie, et l'immigration ne cessant de s'intensifier, l'espace vital sur la côte Est commença à se raréfier. D'autant plus que les Français, avec beaucoup moins de monde, en occupaient la plus grande partie, de la baie d'Hudson au golfe du Mexique et en tenant les rives de l'Ohio. Ils bloquaient ainsi toute expansion vers l'ouest. Dès 1732, quand la Géorgie fut déclarée province royale, on pouvait compter plus de 2 millions d'Anglais. Quant aux Français, ils étaient à peine 60 000 sur un territoire beaucoup plus grand. Le déséquilibre était flagrant. Pour agrandir cet espace vital, le roi d'Angleterre Jacques Ier profita donc des guerres contre la France pour rompre l'accord qui lui accordait les territoires situés entre les 33e et 40e degrés de latitude en envahissant avec plus ou moins de succès les territoires occupés par les Français. En 1629, les frères Kirk s'emparèrent de Québec. Mais cette occupation ayant été faite après la signature du traité de 16, fut grâce au cardinal de Richelieu et surtout à la ténacité de Samuel de Champlain, reconnu illicite et Québec redevint français. En 1690, la flotte anglaise s'empara de Port-Royal, puis remontant le Saint-Laurent chercha à prendre de nouveau Québec. Mais elle fut repoussée par la défense énergique de Frontenac qui avait informé le parlementaire anglais. C'est par la bouche de mes canons que je vais répondre à votre maître. La flotte ennemie, prise en effet sous le feu de ses canons, se trouva dans l'obligation d'abandonner 7 navires et 3 autres, à la proie des flammes, firent naufrage avant même de regagner la mer. En 1707, le colonel anglais Marsh rebroussa lui aussi chemin, laissant sur place armes, vivres et bagages après avoir essayé de reprendre Port-Royal, magnifiquement défendu par le français Castin épaulé par ses Amérindiens Abénaquis. 3 ans plus tard, le général anglais Nicholson attaqua de nouveau Port-Royal avec cette fois-ci 51 navires. Malgré la défense héroïque de Subercase et de ses hommes, la ville fut obligée de se rendre aux Anglais qui débaptisèrent Port-Royal pour l'appeler Annapolis en l'honneur de leur reine. Encouragé par cette victoire, l'Angleterre demanda à Nicholson de se diriger vers le lac Saint-Sacrement avec une armée de 13 000 hommes afin de s'emparer de Montréal, tandis que Walker remontera le Saint-Laurent avec 77 navires pour prendre Québec. À peine la flotte anglaise fut-elle rentrée dans le Saint-Laurent qu'une brume épaisse envahit le fleuve, et un vent d'une rare violence poussa les bateaux sur les récifs de la bien nommée île aux œufs. Des familles entières furent au nombre des 1200 victimes car Walker, intimement persuadé de sa victoire,
les avait embarqués sur ces navires pour prendre la place des Canadiens. Désemparé devant un tel désastre, Walker fit demi-tour avec les navires restants, et Nicholson, apprenant qu'il ne serait plus soutenu, abandonna le projet de prendre Montréal. En 1715, à la signature du traité d'Utrecht, la France céda l'Acadie aux Anglais qui immédiatement la baptisèrent Nouvelle-Écosse. Quelques années plus tard, pour faciliter l'établissement des nouveaux colons, ils n'hésitèrent pas à expulser tous les Acadiens français. Les instructions de Sa Majesté étaient que vos terres, vos maisons, votre bétail et vos troupeaux seraient confisqués par la couronne. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.